Salut tout le monde, c'est le Geoffrey et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va enfin commencer à parler des super combats japonais qui vont arriver dans le week-end du 12 octobre. Donc ce week-end-là, c'est le week-end de Better BF Bivol qui va être l'événement de l'année en boxe. En vrai, je pense, pour moi, la meilleure affiche qu'on puisse faire en boxe actuellement. Évidemment, en plus, les Saoudiens ont mis une carte extrêmement remplie pour la sous-carte. Donc ça fait que tout le monde va ne faire que parler de ce combat. C'est déjà le cas en fait, hein. Ça fait comme ce week-end-là entre Johnny Beck et Nick Ball, c'est pas des combats qui intéressent tant que ça les gens. Globalement, ça fait déjà 10 jours, 10 jours avant le combat, les gens sont déjà mis à en parler. Donc tout le monde parle que de Better BF Bivol. A raison, hein, parce que c'est un combat qui est vraiment exceptionnel. Sauf que les Japonais ont décidé de mettre 3 cartes de fou, enfin surtout 2 cartes de fou et une bonne carte le même week-end. Ce qui montre un peu plus la volonté des Japonais de s'affirmer dans le fait de créer un marché de boxe parallèle vis-à-vis du marché occidental et de ne pas dépendre ni des Américains ni des Saoudiens. Encore un peu plus, hein, ils s'affirment dans cette volonté. Ce serait intéressant d'en reparler éventuellement, mais c'est pas forcément le cas, ce que j'ai envie de développer aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai juste envie de présenter quelques combats qui du coup vont passer complètement sous les radars à cause de Better BF Bivol, mais qui méritent honnêtement qu'on s'y attarde, parce que c'est que des combats qui sont intéressants. Donc je vais pas traiter tous les combats des cartes japonaises, parce qu'il y en a beaucoup, des très cool, et que j'ai pas un temps infini, mais je vais parler des quelques combats qui me semblent le plus intéressants. Donc j'en ai au moins 4 dont j'ai envie de parler. Et aujourd'hui, je vais vous parler du premier qui arrive dans l'ordre, hein, donc le tout premier. En fait, il y a 5 combats dont j'en ai parlé. Mais là, ce sera le tout premier. Et donc, ce sera un combat qui va opposer Shinvenati Nanchinga à Masamichi Abuki pour le titre IBF de la catégorie des mi-mouches. Et en vrai, qu'on se le dise, le titre The Ring de la catégorie des mi-mouches. Dans le sens où, en gros, ce qui s'est passé en mi-mouche, c'est, je ne sais pas à quel point les gens ont tout suivi, mais les mi-mouches, c'était une catégorie qui, en fait, était vraiment pas mal ces dernières années, avec notamment un petit roi qui s'appelait Kenshiro Teraji, qui dominait depuis 2017 la catégorie avec son titre WBC. Et donc, il a commencé à enchaîner pas mal de défenses de titre. Alors, en tout, il en a enchaîné 12. Je ne sais plus exactement quand est-ce qu'il a perdu son titre, mais c'était autour de sa 8e défense. Et en gros, en effet, ce qui s'est passé, c'est qu'autour de sa 8e défense de titre, il a perdu son titre WBC en prenant un autre japonais qui s'appelait Masamichi Abuki. Et Masamichi Abuki a réussi à arrêter Teraji au 10e round. Yabuki est donc devenu champion, puis ils ont fait un combat revanche, et cette fois-ci Teraji a arrêté tous les doutes en battant Yabuki au 3e, donc encore une fois en l'arrêtant par KO. Donc il a repris son titre par KO encore plus rapidement que... Enfin, je veux dire, il s'est fait KO au bout de 10 rounds, et il a repris son titre en KO le mec en face au bout de 3 rounds. Donc on va dire qu'il est vraiment revenu dans la course à ce moment-là. Donc là c'était 2022 si je dis pas de bêtises, et à partir de là, Teraji est rentré dans son mode Super Saiyan, où il a commencé à essayer de faire une course à tous les titres. Donc on a eu le droit. Alors, en fait, c'est clair, on dit, ok, là c'est bon, j'ai fait Mumuse 8 fois avec mon titre WBC avant de le perdre et de le regagner. Maintenant, son but il était très clair, c'était unifier la KT et devenir le premier 108 à unifier toute la catégorie, dans l'ère des 4 ceintures. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dirigé vers d'abord son compatriote japonais Hiroto Kyoguchi, qui avait le titre WBA. Et là, on a vu un clash exceptionnel, numéro 1 contre numéro 2 de la catégorie des mi-mouches. Deux mecs, tous les deux japonais, avec des styles assez différents. Kyoguchi qui avait également été champion dans la catégorie du dessous, hein, donc la catégorie des poids pailles. Et on a eu une super opposition qui a été remportée par Teraji. À ce moment-là, il est devenu champion WBC, WBA, Lineal et The Ring de la catégorie des mi-mouches. Et il a, dans sa continuité, dans sa volonté de toujours vouloir un peu plus imposer sa domination sur toute la catégorie, il a voulu affronter le champion WBO, Jonathan Gonzalez. Le combat aurait dû se faire en avril 2023, sauf que Jonathan s'est retiré du combat seulement quelques jours avant. Alors je ne sais plus tout à fait s'il a eu du mal à faire le poids, s'il était malade, je crois qu'il était malade. Donc le combat s'est finalement pas fait. Et il y a eu un remplaçant de dernière minute qui est monté, qui venait de la catégorie juste au-dessus, un certain Anthony Olasquaga, qui du coup est descendu, a donné un bon combat contre Teraji. Finalement s'est fait mettre KO, et puis on l'a vu, il est remonté, chopé un titre WBO quelques mois plus tard, parce qu'il est actuellement champion de WBO. Et il combat aussi ce week-end-là, comme quoi tout est lié. Le truc c'est que du coup Teraji n'avait toujours que 2 des 4 titres, on va dire 2D5 parce qu'il avait fait un 3D5 parce qu'il était aussi champion de The Ring, et il a toujours voulu relancer ce combat contre Jonathan Gonzalez, qu'il a essayé de réorganiser, et également lancer un combat contre Shinvenati Nanchinga, le champion IBF. Le truc c'est qu'entre-temps, Gonzalez a toujours refusé finalement d'affronter Teraji, pour en fait une raison qui est simple, il a du mal à faire le poids. Il a tellement du mal à faire le poids que finalement il va monter en catégorie de poids. Il va monter, puisqu'il est champion de WBO, contre l'autre champion de WBO de la catégorie du dessus, qui est donc Anthony Olasquaga, le mec que Teraji a KO il y a un peu plus d'1 an. Donc c'est super, tout se relie. Le combat a lieu également ce week-end-là, et je parlerai de ce combat-là dans une prochaine vidéo. Donc là, ça ne nous intéresse pas plus que ça, même si du coup vous avez un peu le background du combat.
Le truc, c'est que donc, Jonathan Gonzalez a choisi de monter, suite à plusieurs refus d'affronter Teladji. Donc le titre WBO est actuellement vacant. Et donc, comme Teladji, c'est pas Crawford, malheureusement, Teladji, qui est déjà champion WBA, WBC, ne peut pas affronter un challenger pour le titre vacant WBO. C'est-à-dire que s'il veut unifier pour la WBO, il faut d'abord qu'il y ait deux challengers qui chopent qui s'affrontent pour le titre vacant. L'un des deux est champion WBO, puis Teladji unifie. Donc c'est chiant. Et en même temps, il pourrait affronter le champion IBF, qui est donc Nanchinga. Et Nanchinga, qu'est-ce qu'il fait depuis? Il a récupéré le titre qui était vacant dans un combat un peu difficile. Après, il a fait une défense du titre, et puis il a été KO de manière ultra surprenante par un Mexicain qui s'appelle Adrian Curiel. Il a pris un overhand round en plein dans le menton, un overhand pardon, du droit en plein dans le menton au deuxième, et s'est écroulé. Le combat était tellement choquant qu'une revanche a été organisée, et cette fois-ci, Nanchinga a montré que c'était un lucky punch. Il faut le dire comme ça, c'était un lucky punch, et en dominant très clairement Curiel. Malgré tout, Curiel est devenu une superstar à ce moment-là, enfin une superstar, j'abuse un peu, mais c'est devenu un combattant populaire à ce moment-là. Et moi je me demandais à quel point c'était un lucky punch ou pas, parce que Curiel n'est pas réputé pour frapper très fort, il avait je crois que 4 KO ou 24 victoires, ce qui est assez peu, et donc je me demandais si jamais c'était un lucky punch ou si c'était juste un mec qui a modifié son style récemment, et qui en fait était très bon depuis le début. Vu qu'après il a perdu la revanche en étant dominé, et qu'il s'est fait complètement dominer par Edwards avant que le combat s'arrête sur blessure, mais qu'il a vraiment dominé méchamment, enfin il s'est vraiment fait méchamment dominer par Edwards, il voyait vraiment pas le jour. Le combat s'est pas fait arrêter parce que Edwards sera pas fort, mais il est complètement fait dominer par Edwards. Pour moi, c'était donc Sonny Edwards, de la catégorie du dessus. Pour moi, maintenant, c'est assez clair. Curiel a juste mis un lucky punch sur Nanchinga. En tout cas, tout ça pour dire que donc Nanchinga était occupé un peu comme Teladji il y a un petit moment, à perdre puis à gagner son titre. Le truc, c'est que c'est bon, il a regagné son titre. Donc on pourrait organiser un combat Teladji-Nanchinga. Le truc, c'est que Nanchinga, il a eu les chocottes et il a dit non. Et donc Teladji s'est retrouvé dans une catégorie où il veut l'unifier contre un champion qui ne va pas l'affronter et un autre champion qui monte. Et donc Teladji a dit fuck off, je change de catégorie et je monte dans la catégorie du dessus en poids mouche. Je vais vous ressortir ce speech très bientôt parce qu'il y a Teladji qui combat ce week-end, donc je vais vous faire le même speech très bientôt dans une vidéo qui arrive bientôt. Mais tout ça pour dire que donc, une fois qu'on a eu toute cette catégorie qui s'est vidée, en fait il reste actuellement plus que Nanchinga qui est champion, mais un champion qui a quand même méchamment esquivé Teladji, c'est officiel, et tous les autres titres sont vacants. Et donc là, il y a plein de combattants qui vont essayer de choper ces titres vacants. Notamment, il y a un combat qui arrive en décembre pour le titre WBC, qui va entre Canizales et Freshmart, dont je compte parler à l'occasion. Donc ça, c'est bien, mais bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et donc, entre-temps, on a Yabuki qui rentre son frein, en fait. Parce que Yabuki, si on suit l'histoire, c'est le mec qui a battu Teladji en 2022, enfin en 2021, puis qui a reperdu contre lui en 2022, mais le mec a quand même battu, il a été pendant un moment champion de WBC, et il a battu le mec qui allait devenir la superstar des mimouches seulement un an après. Donc Yabuki a quand même montré que c'était un boxeur qui avait du cœur. Et surtout, j'insiste vraiment sur le fait que c'est un boxeur qui a du cœur. C'est un boxeur qui n'a pas hésité à prendre des combats difficiles, qui n'a pas eu une carrière facile. Si vous regardez, il a 4 défaites pour 16 victoires, donc on pourrait se dire que c'est pas le meilleur des boxeurs. En fait, sur ces 4 défaites, le mec il a perdu donc contre Teladji, et ensuite il a perdu contre Junto Nakatani qu'il a fait en début de carrière, qui est actuellement champion dans 3 catégories et qui combat aussi ce week-end, donc tout est lié. Il a aussi perdu contre Sego Yuriakui, qui est actuellement champion WBA des mouches, et qui est le deuxième meilleur poids mouche actuellement. Donc il a vraiment pas eu un début de carrière facile, et en même temps, on voit que c'est un boxeur qui a vraiment du cœur, dans le fait qu'il est... Enfin vraiment, il a choisi de jouer à la boxe en mode difficile, quoi. C'est un boxeur qui en même temps n'a pas une technique extrêmement raffinée, mais qui frappe fort. Et vraiment, pour moi, c'est ça. En fait, il me fait un peu penser à un combattant qui s'appelait Junichiro Tatsuyoshi dans les années 60, dans les années 90, qui était un japonais qui avait pas une technique de fou, mais qui avait un cœur exceptionnel, comme on en voit rarement. Et ce genre de boxeur, on les placera pas dans le top des meilleurs boxeurs du monde. Mais qu'est-ce que ça fait kiffer de les suivre et de les voir. Enfin, un peu comme Mathieu Sad Mohamed, que j'ai en profil sur ce compte YouTube. Qu'est-ce que c'est plaisir de voir ce genre de gars, quoi. Vraiment, c'est presque pour ce genre de gars qu'on a de la boxe, en fait. Et donc Yabuki, qu'est-ce qu'il fait en attendant? Parce que suite à sa défaite contre Teladji, ça a donné quoi sa carrière? Et bah ça donne une carrière qui rame un peu. Parce qu'en fait il a remporté depuis 3 combats, 3 fois par KO, donc en continuant de montrer qu'il a de la force dans les poings, mais il a eu une rupture du tendon d'Achille. Et donc ça fait qu'on a eu un boxeur qui a vraiment eu un ralentissement dans son rythme, et qui a fait une perte de momentum dans la catégorie. Alors qu'en fait, ça aurait dû presque être lui la seconde superstar juste après Teladji. Et donc, bah, ça l'a pas mal handicapé. Ce qu'on retrouve d'ailleurs sur BoxRec, parce que du coup, Yabuki était numéro 2 BoxRec, derrière Teladji. Donc, on va dire que selon BoxRec, c'est actuellement le meilleur mimouche. Donc, Yabuki est vraiment pas un combattant sous-estimé.
Suite à sa rupture de tendon d'Achille, qui donc a beaucoup ralenti sa carrière, il a réussi à se soigner, et donc actuellement il revient ce week-end pour donc affronter le champion IBF, Simbeti Nandjinga. Donc Nandjinga qui a refusé d'affronter Telaji pour affronter Yabuki. Et honnêtement, c'est un combat que j'ai vraiment envie de voir. Maintenant que je vous ai fait tout l'historique, ça ferait 10 minutes, mais comme ça vous comprenez un peu d'où sort ce combat, et surtout vous comprenez pourquoi il est intéressant. Parce qu'en fait actuellement tous les autres titres de la catégorie Nimouche est vacant. Et en fait, actuellement, alors il y en a peut-être un qui a été réattribué, je crois qu'ils sont tous vacants actuellement, encore. Et donc en fait, ce combat-là, c'est le combat pour savoir qui est le meilleur Mimouche depuis que Telaji est parti. Donc on se dira, ok, c'est le deuxième meilleur Mimouche derrière Telaji qui a juste fait le choix de monter parce qu'il n'y a plus personne à affronter, ce qui n'est pas faux. Mais en vrai, c'est aussi un combat pour vraiment désigner le meilleur Mimouche actuel. Le combat en plus risque d'être intéressant parce qu'on a quand même deux boxeurs qui ont des styles assez différents. Et surtout, en fait, on a deux boxeurs qui ont tous les deux manquent de dominance actuellement. Nandjinga est un combattant qui était en train de s'imposer comme dominant avant de se faire battre par Curiel, et même s'il a réussi à le rebattre dans la revanche, on a encore des interrogations. Surtout que Curiel, comme j'ai dit, c'était vraiment pas un combattant qui était avec le recul si fort que ça. Évidemment, tout respect à Curiel, je ferai jamais ce qu'il fait, mais on comprend que par rapport au top niveau, il n'a pas le top niveau. Et en même temps, on a Yabuki qui, justement, malgré des défaites en début de carrière qui ont extrêmement bien vieilli, parce que est-ce qu'on en veut vraiment un mec d'avoir perdu contre Nakatani, et là, il a enfin peut-être sa chance de briller et vraiment de s'imposer comme le roi des Mimouches pour la seconde fois, puisqu'il s'est déjà imposé comme le roi des Mimouches après avoir battu Telaji, mais peut-être cette fois-ci pour s'imposer de manière un peu plus pérenne. Donc c'est un combat qui va vraiment être très intéressant, et honnêtement, je ne peux pas vraiment vous donner de prono pour ce combat-là, parce que, en fait, je ne sais pas trop. Pour moi, c'est un combat qui est très ouvert, avec beaucoup de gens, avec deux boxeurs, en fait, qui ont beaucoup de choses à prouver, et sur lesquels on a des interrogations, et pour moi, l'issue du combat de ce week-end va permettre de répondre à beaucoup de questions sur les deux combattants. Celui qui perd, ok, c'était si Yabuki perd, c'est un combattant qui était dur et qui a eu du bol contre Telaji, mais qui ne finit pas le niveau. Et si Nandjinga perd, en fait, c'est un combattant qui manquait justement de vrai adversaire, comme on peut le voir, parce qu'il n'a pas voulu affronter Telaji. Donc c'est un combat qui va être très intéressant, probablement assez déterminant pour le futur de la catégorie Mimouche, puisqu'il va couronner le nouveau roi des Mimouches et la nouvelle star. Pas unifié, certes, mais la nouvelle star. Et on peut se douter que le vainqueur du combat devrait exister dans la catégorie des Mimouches pendant encore un petit moment et faire parler de lui pendant encore un petit moment. Donc voilà, c'était le premier combat du week-end sur les cartes japonaises. Je sais pas trop comment il est diffusé, machin, actuellement, donc je vais voir un peu comment regarder tout ça. Dans le pire des cas, je regardais des replays le lendemain, et du coup il aura lieu le samedi midi, donc en direct, sachant que Bivol sera le samedi soir. Bivol BTRBF. Donc voilà, si jamais j'ai des news sur comment voir le combat, je vous l'écrirai en commentaire. Actuellement, je sais pas trop. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Dans la vidéo prochaine, je vais reparler de d'autres combats du même week-end, et on va voir qu'on retrouve beaucoup de noms dont j'ai déjà vu parler ici. Bon, et ça du coup sera pour très bientôt. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à la prochaine. Allez, bye!